Elisabeth Moutet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Calita. Je le disais tout à l'heure, vous êtes juste journaliste, écrivain, vous travaillez entre autres pour le Daily Telegraph et vous êtes spécialiste, on va dire, de la Grande-Bretagne. Et nous avons sollicité à l'occasion, bien entendu, de cette visite historique du prince William en Israël. Alors, le prince William est arrivé, il a passé la nuit à l'hôtel King David. C'est déjà tout un symbole que le prince William ait résidé dans cet hôtel qui était le quartier général des forces britanniques mandataires jusqu'à la fin de l'occupation, on va dire, britannique de la Palestine mandataire. C'est une visite qui est chargée de symboles, mais au-delà des symboles, qu'est-ce que l'on attend, à votre avis, en Grande-Bretagne d'une telle visite ? Alors, on n'attend pas nécessairement énormément de choses d'une telle visite parce que la famille royale visite de toutes sortes de pays. Mais c'est intéressant parce qu'Israël n'est pas un pays du Commonwealth, parce qu'il y avait tout de même une anomalie, c'est qu'aucun membre de la famille royale n'était venu officiellement en Israël. Et parce que là, il est évident que les visites de la famille royale sont entièrement sous l'égide du gouvernement britannique. Oui, du Foreign Office en particulier. Les visites privées, c'est autre chose, mais les visites d'État, c'est sous l'égide du gouvernement britannique, et que là, il y a un cas assez intéressant de gouvernement britannique de Madame May qui ne tient pratiquement sur rien d'autre, mais qui tient sur le fait qu'il est pro-israélien, et qui a considéré que c'était une anomalie qu'en 70 ans, il n'y ait pas eu de visite. Il y a toutes sortes de pays où il y a eu, où la Grande-Bretagne a été une puissance coloniale. On peut penser au Kenya, par exemple, où ça s'est passé pas bien du tout, par exemple, au moment de la décolonisation. Et donc, il y avait quelque chose à réparer. Le prince William est de la famille royale. Bon, c'est tout de même celui qui sera roi après le prince Charles. Oui. C'est aussi, on voit bien maintenant depuis quelques années, comment lui et sa femme font vraiment une présence extrêmement sans controverse. On pourrait presque les comparer, ça ne leur plairait pas, mais c'est tout de même vrai, à des monarques scandinaves. Et donc, il y avait aussi cette idée que lui, à la différence de son père, le prince Charles, n'allait pas faire de gaffe. Alors ça, c'était aussi voilà, oui, c'est ça, parce qu'on craignait la gaffe. Et on craint toujours la gaffe ici. C'est ce qu'on a dit hier dès son arrivée, que sa mission essentielle, c'était de ne fâcher personne et de ne gaffer sur rien. N'est-ce pas ? De toute façon, c'est la mission en général d'un truc royal, mais enfin, ça se passe pas toujours comme ça. Alors, bien entendu, la question que l'on se pose en Israël, c'est pourquoi a-t-il fallu attendre 70 ans ? Alors, vous dites que c'est le gouvernement mais derrière cela, il y a tout de même, on a un peu le sentiment, et dites-moi si je me trompe, que quelque part, la famille royale, on va dire, c'est enfin la représentante de l'Empire britannique déchu, et que quelque part, la création de l'État d'Israël est restée en travers de la gorge de cet empire britannique, et qui a été considéré comme une sorte de camouflet, et que la reine Elisabeth a eu du mal à digérer, puisque c'était 4 ans avant son accession au trône, et que depuis apparemment elle a eu du mal à envisager ne serait-ce qu'une visite en Israël. C'est assez intéressant parce qu'en même temps, il y a eu des visites privées de membres de la famille royale. Il y a en particulier la mère du prince Philippe qui a reçu, je crois, la distinction de juste entre les nations. Il y a donc eu il y a eu des liens. Mais il y avait des liens extrêmement forts et tout à fait organiques entre la monarchie britannique et la monarchie hachémite jordanienne. Il est absolument évident, d'ailleurs on sait que ce voyage se passe à la fois en Jordanie, en Israël et dans les territoires palestiniens. Donc ça, c'était quelque chose. Il y avait aussi... oui, mais c'est là le paradoxe, c'est-à-dire le royaume hachémite, c'est, on va dire, la Jordanie, c'est une création de l'Empire britannique, c'est, on va dire, presque une sorte de réalisation façonnée par l'Empire britannique, alors que l'État d'Israël, c'est justement une création qui a été faite contre le gré des Britanniques, n'est-ce pas ? Oui, mais encore une fois, il y a plein de pays qui se sont réalisés, qui se sont créés contre les Britanniques. Et d'ailleurs, on peut parler... Que la reine a visité, oui. Et que la reine a visité. On peut même parler tout de même, il y a 2 pays qui sont créés en 1947, à la suite d'une partition extrêmement difficile, avec une guerre qui suit et qui fait un certain nombre de victimes proportionnelles au nombre de gens qui y sont. C'est le Pakistan d'une part,
et Israël de l'autre. Vous avez l'Inde et le Pakistan en 1946 et la partition entérinée par les Nations Unies en 1947, et puis vous avez la naissance de l'État d'Israël dans la région. Et également, ce sont deux pays qui sont créés avec les mêmes histoires, et je dirais le même accouchement au forceps dans les deux cas. Il y a des échanges de population d'environ 30 millions de populations entre l'Inde et le Pakistan au moment de la partition, et tout ça se passe dans le sang, avec quelque chose de sans commune mesure avec ce qui s'est passé en 1947-48 en Israël. Alors, je lisais dans un éditorial paru ce matin dans la presse israélienne que, en fait, le gouvernement May, qui doit gérer, on va dire, le Brexit, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, doit également se retrouve également face à une Amérique qui est de plus en plus protectionniste, et que dans ce contexte, elle est à la recherche de nouveaux partenariats, de nouvelles alliances, et que l'État d'Israël aujourd'hui, qui est une puissance, on va dire, émergente dans de plusieurs domaines, comme la haute technologie, comme l'eau, comme la lutte contre le terrorisme, eh bien peut-être un partenaire, on va dire, plus intense, plus solide. Ce partenariat, dans les faits, il existe depuis longtemps. Oui. Je veux dire, d'abord parce que les États n'ont pas de mémoire comme ça et qu'il y a des intérêts, qu'il y avait certainement des relations extrêmement chaleureuses entre les gouvernements à l'époque de Margaret Thatcher. Donc, d'un point de vue purement économique, je pense que c'était pas tellement une question. Ce qui est intéressant, c'est alors d'une part que ces liens finalement secrets. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a aussi des raisons de politique purement intérieure. Le parti travailliste qui est passé à l'extrême gauche avec Jeremy Corbyn s'est distingué, parce que Jeremy Corbyn fait partie de cette génération de gens qui viennent de la gauche qui sont complètement anti-israéliens, alors que les anciens travaillistes britanniques étaient pro-israéliens, puisqu'il y avait jusqu'à 1977, il y a une histoire essentiellement travailliste des gouvernements d'Israël. Donc il y a des liens qui sont assez forts, et on peut se rappeler par exemple que les Britanniques, les Français et les Israéliens font la guerre de 56 ensemble. Donc ça, c'est déjà arrivé. En revanche, je dirais qu'en politique intérieure, le Parti travailliste de Jeremy Corbyn a des problèmes maintenant depuis 2 ans avec un antisémitisme qui en réalité est absolument directement hérité de cette extrême gauche violemment anti-israélienne, obsessionnellement anti-israélienne, et ça s'est tellement remarqué avec cette recrudescence d'antisémitisme que ça a fait baisser. Ça a pris beaucoup de temps pour être connu, le parti n'a toujours pas réussi à s'en débarrasser, et ça a fini par les faire baisser dans les sondages. Alors, on peut tout de même pas s'empêcher un tout petit peu de se dire que c'est aussi un grand coup de pied dans la fourmilière utile de politique intérieure britannique, qui consiste à attendre les réactions excessives et annoncées des gens du Parti travailliste, et donc de remettre une couche sur l'idée que ces gens sont des antisémites et qu'ils ne sont pas fréquentables. Oui. Ça, c'est assez amusant. Eh bien, Anne-Elisabeth Moutel, merci beaucoup de nous avoir éclairé donc sur on va dire, ce qui entoure cette visite historique du prince William en Israël. Le prince William qui va avoir une journée très, très chargée aujourd'hui, et qui va devoir donc marcher sur des œufs pour essayer de ne pas commettre le moins d'impair entre les Israéliens et les Palestiniens. Et effectivement, dans le cas précis, il est possible que le choix de William soit plus judicieux que celui du prince Charles. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin sur Studio Kalita. Bonne journée. Merci beaucoup, au revoir. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.